Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les mécanismes réactionnels que nous allons aborder en chimie des solutions. La section sur les mécanismes réactionnels veut expliquer les lois de vitesse qu'on obtient de façon expérimentale. Par exemple, ici, une réaction entre du monoxyde de carbone et du dichlore donne du CoCl2, du phosgène. Expérimentalement, on découvre que la vitesse de cette réaction-là dépend de la concentration de CO et de la concentration de Cl2, mais de façon différente. Par exemple, la concentration de Cl2 est à l'exposant 1,5. Ce qui est drôle, c'est que normalement, la probabilité de présence d'une particule à un endroit du ballon est proportionnelle à sa concentration. Ce que ça veut dire, c'est que plus la concentration est élevée d'une certaine particule, plus il y a de chances de la retrouver à un endroit. Et donc, quand on a une réaction chimique où on présente une molécule et une deuxième qui doivent se combiner ensemble pour former une troisième, il est logique de penser qu'une seule collision entre les deux créerait la troisième molécule. Si c'était le cas, eh bien la vitesse de la réaction dépendrait de la concentration de CO et de Cl2 de la même manière, c'est-à-dire que tous les deux, selon leur concentration, auraient les chances de se frapper. Et on ne retrouverait pas l'exposant ici, donc l'ordre de 1,5 pour le Cl2. Ce que ça veut dire donc, c'est que la réaction, ici, est probablement en plusieurs étapes. Et si elle est en plusieurs étapes, eh bien, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir expliquer ces étapes-là. Elles ne sont pas représentées par la réaction ou le bilan global. Si une seule étape était envisageable, la loi de vitesse dépendrait de CO et de Cl2, ou la concentration de ces deux espèces-là, de façon égale. Comme ce n'est pas le cas, c'est ce qui nous indique un mécanisme qui va probablement être en plusieurs étapes. L'équation d'une réaction chimique, c'est ça ici. L'équation d'une réaction chimique. C'est le bilan global d'une succession de plusieurs petites réactions simples. Imaginez 2-3 réactions de fil, on les additionne, on prend les réactifs de chacune de ces étapes-là et on les additionne, on prend les produits, ça donne le bilan global. Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que souvent, lorsqu'on décrit la succession de ces étapes-là, eh bien, on arrive à expliquer la transformation des réactifs en produits et on arrive donc, en additionnant ces étapes-là, à trouver le bilan global. La description de ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. C'est la façon dont les atomes et les molécules se combinent et se décombinent, se lient et se délient pour former les produits. Chacune de ces étapes-là, dans un mécanisme réactionnel, sont appelées ou est appelé un processus élémentaire, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être décomposé en d'autres étapes plus simples. Et donc, un peu comme les molécules sont des assemblages d'atomes, eh bien, les processus élémentaires sont comme les atomes ou les parties indivisibles, si vous voulez, des molécules. Donc, les processus élémentaires, c'est ce qui décrit la rencontre directe d'individus chimiques. Donc, une unité, un A et un B se rencontrent, se collisionnent pour former une nouvelle molécule. C'est vraiment ça qui se passe lors de la collision. C'est décrit par un processus élémentaire. Les chimistes, lorsqu'ils veulent proposer un mécanisme pour expliquer par exemple la réaction qui est en haut, entre CO et Cl2, pour donner du CoCl2, ils doivent respecter certains critères. Les étapes qu'ils proposent au mécanisme doivent être logiques. Les critères qu'on utilise la plupart du temps sont les suivants. Lorsqu'on va utiliser les processus élémentaires pour décrire le mécanisme, l'addition des processus doit absolument donner l'équation globale qu'on mesure en laboratoire. C'est-à-dire que la stoichiométrie de la réaction doit être expliquée. Une mole de CO doit réagir avec une mole de Cl2 pour donner une mole de CoCl2. Lorsqu'on mesure l'expression de vitesse en laboratoire, telle que présentée ici par exemple, eh bien le mécanisme qu'on propose doit respecter cette expression de vitesse-là. Sinon, ce qu'on observe en laboratoire et ce qu'on propose ne sont pas reliés. De plus, lorsqu'on surveille une réaction chimique, très souvent, on observe des espèces qui sont intermédiaires, c'est-à-dire des espèces, on va le définir dans l'autre page,
Des espèces qui ne se retrouvent pas dans le bilan global, mais qui sont détectées quand on fait la réaction en laboratoire. Ces espèces-là, très souvent, sont créées dans une étape, consommées dans une autre, de telle sorte qu'elles n'apparaissent pas dans le bilan global, mais elles jouent un rôle crucial dans la transformation des réactifs en produits. Espèces intermédiaires. Et finalement, il faut que ça ait du sens chimiquement le mécanisme qu'on propose. Et donc, ça vient avec un petit peu l'expérience. Avoir du sens chimiquement veut dire que ce qu'on propose respecte un peu les observations quant aux liaisons qui sont facilement brisables, aux vitesses qui sont facilement explicables, etc. Nous ne ferons pas l'exercice tout de suite. Allons plutôt à la page suivante, c'est-à-dire la page 69. 59, pardon. La page suivante présente un mécanisme réactionnel de la réaction suivante. 2NO2 plus F2 donne 2NOF. Ce qu'on mesure expérimentalement comme vitesse, c'est la vitesse suivante. La vitesse dépend de la constante de vitesse de la réaction multipliée par la concentration de NO2 et la concentration de F2. Lorsqu'on examine ceci, on se rend compte que cette équation-là, ou cette réaction-là, la réaction ne peut être en une seule étape. Pourquoi? S'il y avait une seule étape, V dépendrait davantage de NO2 que de F2. Pourquoi? Ça dépendrait davantage de NO2 parce qu'il y a deux molécules de NO2 dans le bilan global qui semblent être impliquées dans la réaction pour former 2NO2F. Donc, logiquement, la concentration ici devrait avoir une plus grande influence si l'équation ici, si la réaction était en une seule étape. Il semble que ici, il y a trois molécules qui doivent se rencontrer pour former deux molécules. Imaginez la probabilité que trois molécules se frappent en même temps avec l'énergie suffisante pour former deux autres nouvelles molécules. C'est très peu probable. Il est très rare que trois voitures entrent en collision en même temps, au même endroit, au même moment. En succession, oui, c'est possible dans le trafic, mais imaginez au même moment, au même coin de rue, trois voitures, très peu probable. Donc, c'est un peu le même principe pour trois molécules. Et donc, le mécanisme réactionnel proposé dans la littérature pour cette réaction-là, qui a été très étudiée, c'est une réaction qui est très connue, donc très étudiée. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une espèce intermédiaire. Une espèce intermédiaire qu'on détecte qui est du F avec un électron. Qu'est-ce qu'une espèce intermédiaire? Eh bien, une espèce intermédiaire, c'est, ici, la définition, une espèce qui est absente. Pardon. Elle est absente au début ou à la fin. En fait, c'est et à la fin de la réaction et qui est formée pendant la réaction, pendant une étape du mécanisme est consommée dans une autre. Et donc, c'est une espèce absente au début et à la fin de la réaction. Donc, elle est absente du bilan global, qui est formée pendant une étape du mécanisme et consommée dans une autre. Retournons au mécanisme qui est proposé dans la littérature. La première étape, c'est-à-dire le premier processus élémentaire, c'est qu'une molécule de NO, qui a un électron libre, va aller chercher une molécule de F2. Et ensemble, elles vont former une molécule de NO2F. Et la molécule de F2 va s'être scindée en deux, libérant un fluor avec un seul électron. C'est l'espèce intermédiaire qu'on observe lorsqu'on surveille la réaction. Cette espèce intermédiaire-là, elle est présente dans la deuxième étape, c'est-à-dire le deuxième processus élémentaire,
elle va attaquer une nouvelle molécule de NO2, qui est présente pour former du NO2F. Lorsqu'on additionne les deux étapes, les deux processus élémentaires, on se rend compte que lorsque le NO2 à gauche et l'autre NO2 à gauche sont additionnés, ça nous donne 2 NO2. Une molécule de F2 est du côté des réactifs, donc F2, mais même si le fluor est ici du côté des réactifs, donc le fluor radical, il est aussi présent du côté des produits d'une autre étape. Donc, cette espèce atomique avec un fluor qui a un électron célibataire s'annule car le réactif est le produit de deux étapes différentes. Lorsqu'on additionne les autres espèces, 2 NO2F sont du côté des produits. On retrouve donc, comme mécanisme, un bilan global qui respecte le bilan global de la réaction. Ce qui est déjà bon signe. Maintenant, ce qu'on observe au laboratoire, c'est que la vitesse de la première étape, ici, là, peut être décrite directement en impliquant les espèces de cette étape-là. Parce que c'est sûr et certain qu'elles entrent en collision, ces deux espèces-là. Ainsi, la vitesse du premier processus, c'est la constante de vitesse du premier processus multipliée par la concentration de NO et la concentration de F2. Ces deux espèces-là doivent être à l'exposant 1 car elles sont impliquées une seule fois dans un processus élémentaire. Pour les processus élémentaires, on va le répéter tout à l'heure, les coefficients stoichiométriques sont les ordres partiels par rapport aux espèces impliquées. La deuxième étape implique une deuxième vitesse, une deuxième constante de vitesse, une espèce, le F radical, et l'autre espèce, le NO2, et toutes les deux se rencontrent à une molécule à la fois, donc c'est à la 1 chacun. En observant quelque chose qui est présenté ici, on se rend compte que la vitesse de la première étape semble être aussi la vitesse de toute la réaction globale lorsqu'on la mesure expérimentalement. Cela veut dire que c'est l'étape ici, puisqu'elle est la même vitesse que la vitesse de toute la réaction, cette étape-là est l'étape déterminante. C'est elle qui détermine la vitesse. Ça veut dire que ça, c'est l'étape lente et que l'autre semble être plus rapide. Comme une chaîne de montage, lorsque plusieurs ouvriers se succèdent pour accomplir des tâches, pour monter une pièce, l'ouvrier qui est le plus lent impose sa vitesse à toute la chaîne de montage. Ici, dans une suite de seulement deux étapes, l'étape la plus lente impose sa vitesse sur la vitesse de réaction et le processus ne peut pas aller plus vite que l'étape la plus lente. On appelle ça l'étape déterminante. Ensuite, pour un processus élémentaire, tel qu'on vient de voir, il y en avait deux processus élémentaires en haut, on peut définir la molécularité comme étant le nombre d'individus chimiques qui doivent se rencontrer pour que le processus ait lieu. Par exemple, s'il y a une espèce, ça donne une réaction ou un processus qui est unimoléculaire. S'il y en a deux, par exemple ici, c'est bimoléculaire. Et là, je vous le vends en 1000. S'il y en a trois, trimoléculaire. C'est très, 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 très peu probable que les processus soient trimoléculaires. Très peu probable. Beaucoup plus unimoléculaire ou bimoléculaire. Okay? Les autres, qui seraient quadri ou pentamoléculaires, sont beaucoup trop improbables. L'ordre partiel d'un processus élémentaire. Okay? C'est pas vraiment ça qu'on doit lire. On doit lire l'ordre partiel d'un réactif dans un processus élémentaire. Donc, faites la correction, s'il vous plaît. L'ordre partiel d'un réactif dans un processus élémentaire. Si vous remarquez ici, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Regardez, on a un processus élémentaire ici qui est à la deuxième étape, deux espèces qui se rencontrent, une mole de chacun, donc les coefficients stoichiométriques qui sont là, 1 et 1, sont aussi assurément pour un processus élémentaire seulement les ordres partiels par rapport aux espèces. Un atome de fluor, une mole d'atome de fluor, coefficient de 1, une mole d'atome de NO2, coefficient de 1. Donc, les ordres partiels d'un réactif dans un processus élémentaire sont assurément
les coefficients stoichiométriques. Ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire que les coefficients stoichiométriques ne sont pas nécessairement les ordres partiels. Pour des réactions globales, c'est vrai. Pour des processus élémentaires, c'est-à-dire des étapes dans un mécanisme, impérativement, les coefficients stoichiométriques seront les ordres partiels par rapport aux réactifs. Et finalement, l'étape déterminante d'un processus réactionnel tel qu'on l'a déterminé plus haut, l'étape la plus lente d'un mécanisme. Et elle impose, donc qui impose sa vitesse à l'ensemble de la réaction. La vitesse expérimentale mesurée au labo et la vitesse de l'étape déterminante. Toujours. Voilà. Pour nous, okay, le truc, la première étape sera la plus lente. Ce n'est pas toujours vrai, mais dans le cadre de notre cours, on va simplifier les choses. La première étape sera la plus lente. Nous ne vous demanderons pas de décrire un processus, un mécanisme ou d'écrire un mécanisme cette session-ci. Nous vous demanderons seulement de comprendre le vocabulaire et d'être capable de décrire les vitesses de réaction de processus, les étapes déterminantes, la molécularité, trouver les espèces intermédiaires, trouver les bilans globaux de certaines réactions. Et voilà. Bon travail.